Bienvenue à cette session. J'ai le plaisir d'introduire sur comment soutenir les systèmes nationaux d'évaluation, leçons apprises et pistes d'amélioration du groupe d'évaluation des Nations Unies, UNEG. Je suis Renata Mirulla et avec ma collègue Heather Bryant, nous sommes les coordinatrices de ce groupe de travail de l'UNEG. Et je suis basée au bureau de l'évaluation de la FAO et je facilite aussi une communauté de pratique qui s'appelle EvalForward et qui s'occupe de soutenir les capacités en évaluation, surtout dans l'agriculture et la sécurité alimentaire. Avant de vous présenter notre panel, permettez-moi seulement de dire quelques mots sur cette session d'aujourd'hui. Nous démarrons à partir d'une étude sur l'état des lieux, sur le développement des capacités nationales en évaluation et sur les leçons apprises et les pistes d'amélioration de l'UNEG, donc du groupe des Nations Unies pour l'évaluation. Nous allons présenter les principales leçons de cette étude et puis en parler et en discuter avec nos panélistes et notamment surtout sur deux des pays qui sont des cas d'études dans notre étude, le Maroc et le Bénin. Donc, je voudrais vous inviter, comme dans toutes les sessions du FIF, à utiliser le chat pour poser vos questions et vos commentaires pendant la session. Et je vais maintenant présenter nos intervenantes, en commençant par Heather Bryant. Elle est conseillère en évaluation au Bureau indépendant d'évaluation du Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD. Et actuellement, elle est aussi détachée à l'équipe de gestion du Global Evaluation Initiative, de GEI, à Bruxelles. Et elle est co-coordinatrice du groupe de travail de l'UNEG. Et nous sommes très contents aussi d'avoir avec nous Monsieur Damas Sossou. Il est un économiste statisticien. Il est chargé d'évaluation à la Direction générale de l'évaluation et de l'Observatoire du changement social auprès du ministère du Développement et de la coordination de l'action gouvernementale du Bénin. Nous avons aussi professeur Mohamed Youbi Idrissi. Il est un expert accrédité auprès de l'ANEAC, qui est l'Agence nationale d'évaluation et d'assurance qualité dans l'enseignement supérieur au Maroc. Il est aussi président du réseau universitaire marocain pour l'enseignement inclusif, qui s'appelle RUMI. Nous avons aussi avec nous deux consultants qui nous ont aidés avec cette étude de l'UNEG. Emmanuel David Niaoui, il est enseignant-chercheur et analyste de politique sociale. Et Miguel Lombardo Chico, il est consultant international expert en suivi et évaluation. Donc, on est tous là et je vous remercie tous et je passe la parole à Heather pour une brève présentation de l'étude. Merci, Heather. Merci, Renata. Je vais essayer de partager l'écran pour montrer la présentation. Je vous assure, c'est la seule présentation. On va passer en mode panel juste après. Alors, je dois juste trouver comment mettre en slideshow mode. Pourquoi il ne veut pas aller en... Voilà. Alors, j'aimerais présenter en fait l'étude ou quelques éléments de l'étude que nous avons fait avec notre groupe de l'UNEG. Et notre point de départ de cette étude est une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies qui date de décembre 2014. Et il s'agit de la première résolution de ce type sur le renforcement des capacités en matière d'évaluation. Et cette résolution, ici je cite, invite les entités du système des Nations unies pour le développement, avec la collaboration des parties prenantes nationales et internationales, à appuyer sur leurs demandes les mesures prises pour renforcer davantage les capacités des États membres en matière d'évaluation, conformément à leurs politiques et priorités nationales. Et cette année, donc 7 ans plus tard, le groupe des Nations unies d'évaluation a demandé à notre groupe de travail sur le développement des capacités nationales d'évaluation
de faire une étude sur la mise en œuvre de cette résolution. Et cette étude, comme Renata a dit, cherche à offrir une vision d'ensemble des supports apportés par les agences des Nations Unies, ainsi que des avancées dans ce domaine. Et il faudrait peut-être que je précise ici que ce n'était pas une évaluation, mais juste une petite étude. Donc, le but est de mettre en lumière des leçons apprises et d'ouvrir des pistes de réflexion sur comment les agences onusiennes peuvent mieux soutenir les pays dans le développement de leurs systèmes nationaux d'évaluation. Pour démarrer l'étude, les membres du groupe, qui viennent de plusieurs agences des Nations Unies, ont commencé par développer une définition commune et pratique du renforcement des capacités nationales d'évaluation. Et c'était une étape nécessaire parce que même au sein des Nations Unies, il y avait des différences d'opinion sur ce qui constitue le renforcement des capacités en matière d'évaluation. Ensuite, nous avons développé une théorie du changement où nous avons aussi identifié des points d'entrée pour un appui par les Nations Unies. Et ensuite, pour nous aider, nous avons engagé 3 experts, le professeur Ian Goldman et Miguel Lombardo et Emmanuel David Naoui, qui sont ici avec nous aujourd'hui. Et les 3 experts nous ont aidés à récolter des perspectives des agences des Nations Unies et à réaliser des études de cas dans 6 pays, le Bénin, le Costa Rica, le Kenya, le Maroc, les Philippines et le Sri Lanka, pour comprendre l'évolution de ces systèmes d'évaluation, de tester un peu notre théorie du changement et, le cas échéant, de mieux comprendre les contributions des Nations Unies à cette évolution. Donc, notre définition, le processus par lequel les entités étatiques et non étatiques et les individus étendent, renforcent et soutiennent leur capacité nationale à gérer, produire et utiliser l'évaluation. Et ces capacités se situent à 3 niveaux. 1, au niveau de l'environnement favorable, par là on veut dire le système élargi dans lequel fonctionnent les particuliers et les institutions et qui facilite ou parfois perturbe leur existence et leur performance. 2e niveau, le niveau institutionnel et 3e niveau, le niveau individuel. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la théorie du changement ici, mais elle aussi reflète l'importance de ces 3 niveaux de capacité ainsi que les rôles des acteurs étatiques, aussi bien que non étatiques, dans le développement d'un écosystème d'évaluation. Alors, que font ces agences de l'ONU? Quel type d'activités soutiennent-elles? Il y en a en fait une grande diversité. Notre expert a envoyé un questionnaire à 51 agences, dont 14 ont répondu, et 12 d'entre eux soutiennent activement des activités de renforcement des capacités d'évaluation. Et que font ces 2 agences? Tous les 12 appuient le développement des capacités individuelles, par exemple en organisant des cours ou des ateliers ou d'autres formes de formation. Plusieurs appuient des champions d'évaluation et organisent des activités de plaidoyer pour améliorer la compréhension du rôle de l'évaluation, le rôle potentiel de l'évaluation dans la prise de décision. 8 agences ont indiqué qu'elles appuient le développement de cadres politiques ou réglementaires, par exemple l'appui à la rédaction de politiques nationales d'évaluation. Et nous avons vu que l'UNICEF et où le PNUD est intervenu à ce niveau dans 5 des 6 pays cas d'études. Des agences soutiennent aussi le développement institutionnel, ça c'est où c'est coloré un peu en violet là, par exemple en fournissant une aide à la rédaction de directives d'évaluation. Et les agences appuient aussi des évaluations nationales, par exemple en fournissant une expertise technique, comme le fait ONU Femmes dans le cadre d'évaluation de stratégies nationales pour le genre. Et enfin, les agences soutiennent aussi les associations nationales d'évaluation et ou favorisent l'engagement des acteurs non étatiques dans les activités en relation avec l'évaluation. Par souci de brièveté, je vais sauter maintenant à quelques leçons qui ressortent de nos 6 cas d'études. Tout d'abord,
la construction d'un système national est un projet de 10 à 20 ans. Ce n'est peut-être pas très surprenant, mais c'est un point important parce que souvent les appuis des partenaires techniques de développement, y compris ceux des agences des Nations Unies, sont de courte durée. Deuxièmement, les multiples éléments d'un système doivent être construits progressivement. On ne peut probablement pas tout mettre en place d'un coup et il faut avancer de façon stratégique. Et en relation avec cela, c'est important de commencer à faire des évaluations, même si les systèmes sont encore naissants. Ainsi, on peut démontrer le potentiel et l'utilité de l'évaluation et ainsi renforcer, on espère, l'intérêt et la demande pour l'évaluation et ainsi de suite, commencer à construire les systèmes. Les études de cas mettent en évidence aussi le rôle catalyseur potentiel des associations nationales d'évaluation. Par exemple, au Sri Lanka, en 2018, a eu lieu le Forum global des parlementaires pour l'évaluation, ce qui a renforcé le plaidoyer autour de l'évaluation dans le pays. Et une autre leçon, le financement au départ par les donateurs peut déclencher des investissements par le gouvernement dans l'évaluation, comme le cas du Bénin, où environ 60% des coûts des évaluations sont financés par le gouvernement et seulement 40% par les partenaires. Et au Kenya, où 8 évaluations ont été planifiées pour 2021 avec 40% financés par le gouvernement. Le rapport dégage aussi certaines réflexions pour les agences des Nations Unies. Le rapport met un accent sur la possibilité pour les agences de faire des évaluations d'une telle manière qu'elles contribuent à renforcer les capacités et les systèmes nationaux, mais qu'il faut reconnaître que ce type de processus pourra prendre un peu plus de temps. De même, le rapport propose que si les évaluations menées par les agences des Nations Unies utilisent les systèmes ou les processus gouvernementaux, elles peuvent avoir plus d'impact. Le rapport fait aussi l'hypothèse que la fragmentation des donateurs et des Nations Unies dans les activités programmatiques, mais aussi dans la façon de faire des évaluations, pourrait même affaiblir les capacités nationales en évaluation. Donc, entre autres, le rapport propose que le renforcement des capacités en matière d'évaluation offre des opportunités pour une programmation conjointe, ce qui est déjà le cas au Maroc, où plusieurs agences des Nations Unies travaillent ensemble avec les partenaires nationaux. Et l'étude se conclut sur une série de 3 grandes recommandations, avec bien sûr des détails, mais ici je vous donne juste les grandes lignes. Premièrement, les agences de l'ONU devraient mener leurs évaluations de manière à favoriser le développement des capacités nationales. Deuxièmement, conformément à la résolution de l'Assemblée générale de l'ONU, les agences devraient continuer à soutenir le développement des capacités et des systèmes nationaux d'évaluation au niveau multiple, y compris le développement d'un environnement favorable à l'évaluation au niveau institutionnel et au niveau individuel. Et enfin, il faut renforcer la coordination et la collaboration et allouer suffisamment de ressources et de temps au renforcement des capacités en matière d'évaluation. Et voilà, ce n'est qu'un petit aperçu de notre étude. Je vais essayer d'arrêter là, voilà. Que notre groupe est à mener et qui est en train de finaliser. Mais j'espère que ça servira de toile de fond pour la discussion qui va suivre. Et je renvoie la parole à Renata. Merci Heather. Comme vous l'avez vu, nous comme UNEG, beaucoup de leçons à tirer et aussi des recommandations à suivre. Mais maintenant, je suis très contente d'avoir avec nous des représentants du pays et je voudrais commencer à proposer une question à Damas Sossou sur le Bénin. Car l'étude de l'UNEG a trouvé que dans les pays qui ont avancé plus rapidement dans l'évaluation, la volonté politique a été un facteur très important. On l'a vu aussi au Bénin, mais aussi au Mexique, Costa Rica, Afrique du Sud.
Je voudrais savoir, je voudrais vous proposer de nous donner quelques clés, quelques explications de comment la volonté politique, quel rôle a joué au Bénin dans la construction du système, dans le développement du système, dans quelques minutes. Merci, Damasé. Vous devez attendre, oui. Votre micro est fermé. Et Damas, il faut ouvrir votre micro. On ne vous entend pas. Damas, le micro est fermé. C'est en bas de votre écran que vous pouvez ouvrir votre micro, Damasé. Je ne sais pas si nous, on peut le faire d'ici, mais je ne pense pas. Damas, le micro est fermé. Non, il n'arrive pas à ouvrir son micro, peut-être. Moi, je ne peux pas le faire ici, donc. Damas, il nous entend pas, je pense. C'est en bas de ton écran, Damasé. Regardons s'il arrive à ouvrir, sinon je passe peut-être dans l'attente, je passe dans l'intérêt du temps, peut-être je passe à Mohamed et puis on retourne vers vous, Damasé. Alors je pose la question aux intervenants successifs et comme ça on peut rentrer avec Damasé dès que tu arrives à ouvrir le micro. Donc, je propose la question à Mohamed. Je voudrais demander à professeur Mohamed Youbi Idrissi, quel enseignement pouvez-vous tirer de votre expérience personnelle en tant que professeur? Vous êtes professeur, chercheur, et donc en termes de processus d'évaluation au Maroc, je sais que vous avez expérience dans une évaluation dans le niveau de la gouvernance locale. Et c'est une expérience très intéressante au Maroc où il y a une implication des universités. Et quelle est votre expérience et quelles recommandations on peut tirer de votre expérience d'évaluation au Maroc? Merci beaucoup, Renata. Salut tout le monde. Je suis ravi de participer à ce FIFE et puis grand bonjour à tous les participants. Bon, c'est une très, très bonne question puisque au Maroc, effectivement, il y a la volonté politique, il y a les moyens, il y a des programmes conjoints avec les Nations Unies, mais sous ma casquette de professeur, chercheur à l'université qui a conduit des exercices d'évaluation, je peux témoigner parfois des percées très positives, mais souvent des contraintes, des difficultés quand il s'agit d'évaluer les politiques publiques. Au Maroc, comme vous le savez, à partir de 2015, il y avait une nouvelle répartition administrative des régions du Maroc. Et suite à ça, on a imposé par des lois organiques aux communes, aux provinces et aux régions d'élaborer une espèce de planification
pour le mandat. Et au Maroc, comme vous le savez, il y a 12 régions actuellement. Alors, comme c'était un exercice novice et novateur, et il était question d'évaluer un petit peu comment on a mis en place un processus d'évaluation de la gouvernance locale et de la convergence territoriale. J'entends par convergence territoriale, c'est de mesurer l'harmonisation, la coordination entre les acteurs publics, que ce soit au niveau étatique ou au niveau privé, de mesurer la convergence des programmes, des projets et des actions, et de mesurer la cohésion des interventions dans ces différents territoires. Alors, on a entamé cette démarche qui était pertinente. Je veux dire, pour moi, c'était de véritables leçons pour faire conduire le changement. Mais là où j'étais interpellé par, disons, un degré d'expertise très pointu qui nous a obligés d'aller chercher des indicateurs sur le développement des territoires, sur le développement humain, sur le développement des projets, sur la coordination, sur tout ce qui fait en quelque sorte une politique publique à travers différents territoires. Alors finalement, on a abouti à des feuilles Excel qui englobent quelque chose comme 150 indicateurs pour les évaluer et voir leur pertinence. Sur le champ, c'était très motivant puisque il y a un micro qui est activé, peut-être de Damascène maintenant. En tout cas, ces 150 indicateurs appellent une véritable prise de conscience quant à leur qualité et leur expertise, puisque ça va de la gestion de la commune au développement urbanistique, au développement territorial, à la planification moyenne et à long terme. Et tout ça, on a, avec plus ou moins de force et de volonté, essayé à l'aboutir. Mais le problème, à mon sens, se pose selon les 3 critères suivants. Tant on est devant une évaluation à multiples critères et multiples indicateurs et très complexe, les opérateurs sur place et les parties prenantes, que ce soit au niveau des communes, des provinces ou des régions, trouvent que c'est un aspect d'expert et d'expertise pointue qui dépasse de loin souvent les compétences des ressources humaines sur place. Et on a une espèce de refus, disons, ou d'une appréhension de ne pas aborder les questions de l'évaluation parce que automatiquement, ça appelle une expertise très pointue et une polydisciplinarité des actions et des interventions. Donc, à mon sens, cet handicap de chercher une évaluation très pointue, peut-être, joue contre l'évaluation, puisque les présidents des communes, les présidents des régions, les associations sur place n'ont pas tous, et dans la majorité des cas, la capacité de s'approprier ces outils et cette méthodologie et cette démarche, disons, savante, et qui appelle une imbrication de données et des interprétations à plusieurs entrées de lecture. Et du coup, peut-être quand le bailleur de fonds est là, tel que les agences des Nations Unies ou le PNUD ou autres, on a un certain enthousiasme à entreprendre la démarche de l'évaluation. Mais j'ai remarqué que ceci n'a pas participé à faire évoluer les attentes pour que l'évaluation ne soit pas uniquement une affaire d'experts et qu'elle devienne une appropriation culturelle pour que les ressources humaines des communes, des provinces et des régions, par leur propre volonté, par leurs propres moyens, puissent arriver à faire de l'évaluation une culture au quotidien et d'un processus continu, ce qui n'est pas, ou malheureusement, le cas actuellement. Donc, on se trouve devant un dilemme. Pousser l'évaluation selon un degré d'expertise très pointu nous éloigne un petit peu des capacités et des compétences des ressources humaines en place. Alors, la question qui se pose, comment enrichir, cultiver cette culture de l'évaluation en la rendant commode, facile, accessible, pour qu'elle devienne l'apanage des ressources
sur place. Parce qu'on n'aura pas besoin tout le temps des agences des Nations Unies pour inciter à l'évaluation ou pour aller à brosser le tableau des résultats dans un domaine ou autre. Donc, tout l'équilibre se joue, à mon sens, dans la façon de conduire une évaluation d'une manière de bas en haut, c'est-à-dire à partir des ressources humaines sur place. Mais pour que ça se passe de cette manière-là, il faut que l'évaluation soit accessible, avec des termes simples, avec une appréciation qu'on peut conduire aisément et facilement. Et la preuve, c'est après qu'on ait mis sur place des tonnes de tableaux pour évaluer la gouvernance locale et la convergence territoriale d'une région pilote au Maroc. Une fois cet exercice est terminé, il n'y avait pas un retour pour le reprendre, pour l'enrichir et pour l'utiliser. Donc, il ne faut pas que l'évaluation, à mon sens, soit conjoncturelle et pointue par un moment donné. Il faut que ça démarre d'abord dans la culture éducative. Il faut que le terme évaluation accompagne les élèves depuis le primaire jusqu'au secondaire, jusqu'à l'université, que ça devient un acte dans la vie au quotidien. Mais un acte basé sur des connaissances certes intéressantes, mais pas très compliquées, pas d'une société savante fermée et pas d'un bailleur de fonds toujours de l'extérieur. Donc voilà, c'est un équilibre très délicat. L'évaluation apporte des résultats, mais je constate que malheureusement, elle n'est pas mise en place d'une manière souple, d'une manière accessible, et qu'elle reste, dans ce sens, considérée comme une audit ou comme une sanction. Donc, quand on complique trop les choses, ceux qu'on va évaluer, ils croient que notre exercice, il est là pour sanctionner quelque chose, ou pour auditer une administration, et on a une crispation et un non, on n'adopte pas la démarche et on ne va pas dans ce sens. Voilà pour une première impression pour l'exercice que j'ai accompagné en tant que professeur-chercheur dans une des universités du Maroc. Merci, professeur Mohamed. Merci. Vous avez touché sur beaucoup de points très intéressants. Je pense que l'expérience du Bénin peut aussi avoir des commentaires sur votre point surtout sur la diffusion de la culture d'une évaluation. Et je voudrais retourner sur Damas, si maintenant son micro peut fonctionner. Donc, je repose un peu la question encore sur la volonté politique, mais peut-être aussi sur cette évolution graduelle, progressive d'une culture de l'évaluation au Bénin qui peut un peu toucher sur le point que le professeur Mohamed nous a présenté. À vous, Damas. J'espère que vous m'entendez cette fois-ci. OK. Merci. Et effectivement, la volonté politique est au cœur de la mise en place d'un système national d'évaluation. Et le groupe indépendant des Nations Unies l'a si bien vu qu'il a mis au centre des 4 piliers fondamentaux qui conditionnent le développement d'un système national, que je rappelle ici, qu'il y a la vision, le leadership et l'environnement adéquat pour le développement du système. Il y a la capacité à offrir, à conduire des évaluations et la capacité à demander. Et la volonté politique est au centre de tout ça pour rendre possible cette dynamique au niveau de l'écosystème de l'évaluation. Quand on prend le cas du Bénin, l'option qui a été choisie, c'est qu'il y a une structure gouvernementale qui porte un intitulé clair qui parle de l'évaluation. Donc, il y a eu un ministère qui a un mandat d'évaluation. Donc, c'est ainsi déjà que la volonté politique s'est manifestée. Et du point de vue technique, il y a eu une structure qu'on appelle le Bureau de l'évaluation de l'action publique en 2007 qui a été mise en place au sein du cabinet d'un ministre qui a un mandat de coordination. Donc, vous voyez, la volonté politique était déjà à l'origine. Cette institution a évolué dans le temps en devenant, après le Bureau de l'évaluation des politiques publiques,
porté par un Premier ministre. Après, il y a eu un ministère chargé de l'évaluation des politiques publiques, donc un ministère qui a clairement un intitulé qui est l'évaluation des politiques publiques, qui avait en son sein une direction générale de l'évaluation. Donc, on voit que la volonté politique a été présente dans tout le cycle de vie de la fonction évaluative. Et cette volonté politique ne s'est pas altérée dans le temps, même si des éléments se sont produits qui pourraient présager de l'altération de cette volonté. Et je pense fondamentalement que la volonté ne s'est pas altérée parce que les cadres techniques, l'engagement qu'il y avait au niveau des champions techniques qui portaient la fonction donnait des résultats, donnait de la visibilité au pays par son engagement dans les réseaux internationaux, par sa volonté de développer une politique nationale d'évaluation, parce que le Bénin a été le premier pays en Afrique francophone qui a développé cette politique et qui, par la suite, a développé un certain nombre d'outils et d'instruments pour coordonner le mandat de l'évaluation. Donc la volonté politique a été fondamentale, mais les acteurs techniques, par les efforts qu'ils ont fait, leur insertion dans les réseaux internationaux, comme Twende Mele, un programme de coopération que le Bénin développe avec l'Ouganda, l'Afrique du Sud, qui s'est étendu maintenant au Ghana, au Niger, au Kenya. Il y a l'adhésion du Bénin à l'initiative internationale pour l'évaluation d'impact et la participation régulière du Bénin à la NEC qui est organisée chaque 2 ans. Donc, tous ces éléments, tout cet environnement et qui soutient la volonté politique qui a émergé au Bénin a donné une certaine dynamique au système et qui fait que ça fonctionne toujours malgré certains changements institutionnels qui pourraient faire présager au déclin. Mais la fonction se porte à merveille. La preuve, on a quitté le bureau qui porte la fonction évaluativité à la présidence de la République. Maintenant, c'est revenu à un ministère du Développement, fusionné avec une autre fonction qui s'occupe également de l'étude de l'impact des interventions du gouvernement. Donc, malgré l'instabilité institutionnelle, le changement, la dynamique est restée la même parce que les acteurs qui animent et également tous les acteurs internationaux qui accompagnent le Bénin ont cru en ce qui est fait et des preuves sont données par rapport à l'évolution avec le développement des outils, le guide d'évaluation, la politique, la mise en place d'un conseil national d'évaluation, l'impulsion de développement de formations qualifiantes et diplômantes en évaluation et la mise en place d'un cadre d'échange entre évaluateurs qui se fait généralement à l'occasion des journées béninoises de l'évaluation, l'implication des réseaux de professionnels d'évaluation dans le développement de la fonction. Donc, il y a tout ce parterre d'actions qui accompagne. La volonté politique est au début, se poursuit, mais les acteurs au niveau technique et les champions aussi du point de vue des institutions qui accompagnent l'évaluation également là. La fonction évaluative, la volonté politique a été au début, mais il ne faut pas perdre de vue le rôle que le groupe, le PNUD a joué, donc le système des Nations Unies a joué par rapport au développement de la fonction ici, puisque c'est le PNUD qui a été l'institution qui a accompagné le Bénin pour faire une étude diagnostique en 2010 sur les capacités nationales d'évaluation. Et ça qui a donné les orientations pour qu'il y ait une politique nationale d'évaluation. Donc, les Nations Unies ont joué un rôle fondamental d'accompagnement de la volonté politique pour que le système soit au stade où c'est actuellement et qui penche maintenant vers une introduction d'une loi sur l'évaluation des politiques publiques pour rendre systématique la pratique évaluative et qu'au niveau de toutes les sphères administratives, toute intervention publique puisse faire objet d'évaluation et prévoit également les mécanismes de financement de cette évaluation. Donc, c'est un peu l'introduction que je peux faire par rapport à la place de la volonté politique dans le développement du système d'évaluation Bénin. Merci. Oui, Damas et le Bénin, c'est certainement un cas très intéressant pour nous tous. Et je voudrais continuer aussi encore avec le Bénin et en appelant notre consultante expert, Emmanuel David Niaoui,
Pour nous, peut-être parler un peu d'un message qui émerge de l'étude des Nations Unies, de l'UNEG. L'un des messages est que l'expérience nous montre comme développer les systèmes est important, mais du côté des Nations Unies aussi, il est important de commencer à faire des évaluations conjointes et à faire des évaluations et démontrer leur utilité et renforcer ainsi la demande pour des évaluations. Donc, montrer l'utilité. Qu'en pensez-vous sur la base de votre expérience et si vous avez rencontré le type de challenge et difficultés que notre professeur du Maroc nous a aussi illustré? À vous, Emmanuel. Merci beaucoup, Renata. C'est très intéressant que je vienne après Damas, parce que si l'institutionnalisation présente la structure, le cadre structurant pour que l'évaluation se mette en marche, ce qui permet d'arriver à la réalité de la chose, c'est que des évaluations se tiennent effectivement. Et que par ces évaluations, nous puissions avoir des résultats d'évaluation, que les résultats d'évaluation soient suivis d'utilisation de résultats d'évaluation et que par l'utilisation des résultats d'évaluation, on arrive à la conscience de l'utilité de l'évaluation. C'est un cycle vertueux qui s'est déployé au Bénin. Comme Damas l'a dit, il y a eu en effet cette évaluation en 1990 qui a montré que le cadre structurant était faible, la vision existait, mais les capacités étaient quasi inexistantes. Les capacités à conduire des évaluations de qualité. La même étude a été reprise plus tard, Damas, vous ne l'avez pas relevé, mais la même étude a été reprise plus tard, toujours avec le PNUD, et à ce niveau, on a vu que le contexte a évolué. Et maintenant, il y avait des évaluations de qualité, il y avait un vivier d'évaluateurs nationaux consistants, il y avait du renforcement de capacités et des programmes de renforcement de capacités formels à travers 2 masters qui ont été créés dans 2 universités publiques, plus un programme spécialisé en évaluation de politique publique à la faculté de droit, sans oublier une université privée, African School of Economics, qui forme à l'évaluation d'impact, qui est beaucoup plus pointue, qui forme à un niveau licence et master, mais qui forme aussi des spécialistes en collecte de données pour l'évaluation d'impact, ce qui est à un niveau beaucoup plus intermédiaire, mais un niveau beaucoup plus pratique. Donc, nous voyons que quelque chose s'est passé. L'institutionnalisation, qui est le volet institutionnel de la mise en place de la culture d'évaluation, a été renforcée par la pratique évaluative. Et en termes de pratique évaluative, il y a eu beaucoup d'évaluations dont les résultats ont permis d'arriver à des réformes substantielles. Je voudrais donner un exemple tout simple. C'est une évaluation de la politique nationale d'évaluation et de la politique nationale de développement du secteur agricole. Et cette évaluation s'est conduite en 2009. Ça a été très difficile, c'était au démarrage du système national d'évaluation. Les acteurs de l'agriculture ont rejeté les conclusions. Il a fallu avoir un grand atelier de validation, là où des parties prenantes de divers horizons étaient réunies. La présidence du comité de pilotage était sur le ministère du développement et du plan, donc une instance beaucoup plus impartiale. Et il y a eu d'autres ministères sectoriels qui se sont ajoutés. Et ce comité de pilotage et ces acteurs divers ont validé la conclusion de cette évaluation. Et l'évaluation était externe
indépendante et vraiment de qualité. Les résultats ainsi acceptés ont amené des données à un moment où il était demandé au système agricole de redéfinir sa politique. Donc, pour écrire la nouvelle politique, il était besoin de données et on avait une évaluation qui venait de se conclure avec des recommandations très pertinentes. Et ces recommandations ont été utilisées pour mettre en place la nouvelle orientation du système, la nouvelle orientation de la politique nationale d'agriculture. Et cette politique, c'est elle qui permet, par exemple, au Bénin, entre autres, aujourd'hui, cette politique a créé 13 filières prioritaires de développement agricole, mais aussi, quand je prends le cas particulier du coton, le Bénin est le premier producteur d'Afrique aujourd'hui pour le coton, et c'est un résultat de cette réforme qui découle d'une évaluation. Il y a plusieurs autres évaluations qui ont porté et qui ont accompagné, introduit des réformes en matière d'enseignement technique et professionnel, en matière de la politique de décentralisation, la politique de l'eau. Donc, les évaluations ont conduit à des réformes substantielles. Donc, avec cette pratique d'évaluation, on a eu maintenant le terrain et les compétences sur le terrain ont généré un besoin de plus de compétences, ce qui fait qu'au bout du rouleau, l'institutionnalisation s'accompagne de la professionnalisation dans le domaine, ce qui est très important. Ce qui fait que les évaluations, comme cela a été fait depuis le début dans le processus d'institutionnalisation, les évaluations sont en général externes. Les évaluations internes sont plutôt l'exception. Pour maintenir la qualité, les évaluations sont externes, indépendantes et elles sont complètement... Il y a un comité de pilotage qui inclut les parties prenantes à l'interne. De telle façon que, quand bien même le volet participatif est préservé, ben, on a toujours l'indépendance de l'évaluation, ce qui produit des résultats de qualité qui font que les résultats des évaluations peuvent être utilisés. Merci Emmanuel pour nous renseigner sur cette évolution positive du Bénin. Et je voudrais maintenant demander à Miguel, qui a aussi une vaste expérience aussi dans d'autres pays. Est-ce que vous avez vu dans votre expérience des résultats positifs de synergie entre les Nations Unies et les pays qui ont travaillé ensemble pour soutenir le système national d'évaluation? Est-ce que vous avez quelques exemples qui peuvent aussi nous renseigner aussi comme Nations Unies et comme pays comment avancer avec des cas positifs? Merci. Oui, merci. Et merci Renata. Et oui, bien sûr, je crois que par exemple le cas de Maroc qui a été déjà mentionné, c'est très important. Et parce que là, les agents des Nations Unies ont pris à sérieux le système national d'évaluation et ils ont déjà un projet spécifique pour renforcer le système. Et c'est aussi le cas d'une programmation conjointe. Donc, c'est un projet qui travaille depuis plus de 4 ans et qui maintenant va se mener dans un second volet. L'approche, c'est de travailler avec l'ensemble du système, notamment avec le ministère de la Gouvernance, mais aussi avec une institution qui s'appelle l'ONDH, que peut-être vous connaissez déjà, c'est l'Observatoire national du développement humain. C'est une institution qui est née de l'Initiative nationale de développement humain et qui a une très bonne connaissance et expérience dans le domaine de l'évaluation, même avec des méthodologies d'évaluation d'impact. Et aussi au Maroc, il y a des agences qui ont travaillé dans le renforcement de capacités au niveau des évaluateurs, par exemple, surtout l'Office des Nations Unies contre la drogue et les crimes, qui a mené des cours, des séminaires avec l'université Moulay Ismail et aussi avec l'ONDH. Donc, à mon avis, c'est toujours naissant. La collaboration est très importante, mais le système et l'évaluation au Maroc, comme le professeur Youbi Idrissi a déjà mentionné,
est naissant et il faut soutenir l'intérêt au niveau des universités, de la société civile et du gouvernement avec une approche plus approfondie et du long terme. Je suis tout à fait d'accord avec M. Djoubi Idrissi qu'il faut aller plus loin des questions techniques et s'approcher sur l'éducation, l'université, et pas seulement basé sur un bailleur de fonds. Et aussi, comme Emmanuel du Bénin a déjà mentionné aussi, je crois que c'est très important de la pratique d'évaluation. Alors, dans les cas de Costa Rica, il y a eu une expérience de coopération interuniversitaire qui est très intéressante aussi au démarrage. Et la coopération a commencé avec l'université de la Sarre en Allemagne, environ l'année 2010. Et se développe avec l'appui de la coopération d'Allemagne, de la GI7 et après l'agence d'évaluation d'Allemagne, le DEVAL. Il y a eu un très fort impact dans le ministère du Plan de Costa Rica au niveau de réalisation des évaluations et du renforcement des capacités des évaluateurs aussi. Donc, je pense que le ministère du Plan a su se profiter de l'expérience internationale, surtout de l'Union européenne, de la Banque interaméricaine du développement et des autres, pour acquérir des innovations, des méthodologies, des guides. Ils ont par exemple présenté guides de termes de référence, des évaluations participatives, des évaluations axées sur l'équité et sensibles au genre. Et en général, ils ont su se profiter pour être bien positionnés au niveau régional à Costa Rica. Et pas seulement pour ça, je veux dire, ce n'est pas la cause primaire, mais c'est avec l'appui de la coopération internationale que le ministère du Plan a devenu capable de mener une politique nationale d'évaluation et qui a un document très important qui seulement peut être changé avec un autre accord du gouvernement. Et aussi, ils ont une plateforme nationale où se rassemblent tous les principaux acteurs du système d'évaluation du pays. Donc, on pourrait dire qu'il y a un véritable système et maintenant, c'est le ministère du Plan qui est le champion, qui demande la participation des agences. Et c'est le ministère qui demande la participation des agences et pas l'inverse. Et il y a d'autres cas, par exemple le Paraguay, qui vont se profiter d'une riche expérience régionale avec la coopération Sud-Sud. C'est un mécanisme qui est aussi naissant en Amérique latine, mais qui est très important. Par exemple, sur la network Evalua, qui a été financée par l'Union européenne et qui rassemble l'expérience du Chili, de la Colombie, du Mexique, qui sont très bien avancées au niveau de relations en Amérique latine. La Colombie, par exemple, avec la Direction nationale du plan, le Mexique avec une institution indépendante qui est le Coneval, et le Chili avec la Direction du budget. Donc, tous sont des institutions très différentes, chaque pays selon leur propre gouvernance, mais il y a toujours une institution qui est le champion et qui attire les autres pour l'institutionnalisation de l'évaluation. Mais comme mes collègues ont déjà mentionné, plus que les institutions, c'est très important la pratique, la coopération interuniversitaire, la formation des évaluateurs et être capable de faire une culture d'évaluation, de soutenir une culture d'évaluation à long terme. Et ça, c'est un rôle très important pour les Nations Unies, de se baser de se baser sur cette culture à long terme, plus que de financement de court terme. Donc, c'est un peu ce que je pourrais dire par rapport à votre question. Merci, Miguel. Et je pense que le temps va très vite, donc je voudrais demander à Heather s'il y a des questions, des commentaires. J'ai vu que la chat est assez actif, donc s'il y a quelque chose qu'on peut répondre ou reprendre dans ces dernières 10 minutes qu'on a. Oui, donc on a quelques questions intéressantes. On a une question. L'évaluation de politique publique en Afrique par les évaluateurs internes sont très souvent influencés par les décideurs politiques. Comment faire pour remédier à cela? Emmanuel a touché un peu à cette question, mais peut-être ça serait intéressant d'avoir le point de vue de Damassé et ensuite de professeur Idrissi. Damassé? Merci. Moi, je pense que
l'option que le Bénin a choisie pour cette question, parce qu'on est conscient de cela, c'est pour cela qu'au niveau du bureau, nous ne conduisons pas nous-mêmes les évaluations, et parce que nous voulons qu'il y ait de la crédibilité, donc nous externalisons le mandat de l'évaluation en recrutant un consultant pour le faire. Et la façon dont le comité que nous appelons instance d'évaluation est mis en place au Bénin, c'est composé des acteurs de l'administration, des acteurs de la société civile, des bénéficiaires de l'évaluation, au point où l'assurance qualité est multi-acteur et permet qu'il n'y ait pas une forte influence de politique sur les résultats de l'évaluation. Donc, on est conscient de ce risque que les gens évoquent, mais au Bénin, l'approche de l'évaluation interne par les acteurs, ce n'est pas celle qui est institutionnalisée. Mais pour des questions d'apprentissage, et en lien avec l'Ouganda et l'Afrique du Sud, nous avons développé un guide sur les évaluations rapides. Et c'est à ce niveau qu'il y a l'option évaluation interne pour permettre aux acteurs de l'administration de renforcer leurs capacités. Également, pour certaines questions qui sont un peu sensibles, on fait une équipe mixte. Donc, il y a une équipe interne et un évaluateur qu'on appelle facilitateur cette fois-ci, et qui est externe pour que la question de crédibilité soit toujours couverte. Donc, c'est un commentaire que moi je peux faire par rapport à cette question. Merci beaucoup. Professeur Youbi Idrissi, est-ce que vous aimeriez rajouter quelque chose? Oui, je crois qu'il faut savoir joindre l'utile à l'agréable et aller dans un chemin parallèle. Rien n'empêche d'envisager une évaluation en interne et de la coupler avec une évaluation institutionnelle externe. Je m'explique. Je donne l'exemple des communes, par exemple, et des régions au Maroc. Par la loi, elle invite les conseils de communes à installer au sein de la commune ce qu'on appelle des instances de concertation. Et ces instances de concertation proviennent de la société civile d'une manière générale. Et ils siègent dans la commune pour suivre la progression des progrès, des équipements, de tout ce qui se fait en termes de politique publique dans un territoire donné. Alors, à mon sens, si on peut développer une approche facile, commode, pour le renforcement de capacité de ces organes et de ces instances de concertation, pour qu'ils puissent avoir un œil qui peut juger à la fois comment la commune évolue pendant les 6 années de son mandat, ce serait excellent. Et en parallèle, superviser tout ça par une expertise extérieure pointue d'experts qui vont faire la synthèse de toutes les recommandations, de tout ce qui remonte comme remarque, comme suivi. Sachant que, effectivement, ça dépend de ce qu'on entend par évaluation. Si on évalue uniquement des politiques publiques avec en termes très palpables, c'est-à-dire mesurer est-ce que les programmes ont été réalisés à 50%, de quelle manière. Il y a l'autre volet qui appelle d'autres compétences. Et j'entends par là tout ce qui ressort du capital humain, c'est-à-dire les termes de solidarité à l'intérieur d'une société donnée, de la cohésion des programmes, de l'équité, du genre. Tout ça, comment on peut juger son évolution? Moi, je pense qu'il y a la manière soft qui émane de l'évaluation participative, qui serait l'affaire des citoyens, des instances de consultation. Il y a l'évaluation savante qui pourrait en ce moment-là être encadrée par des évaluateurs externes et pourquoi pas avec l'appui des agences des Nations Unies. Alors, j'appelle à faire la part des choses et pour ne pas verser vers un seul scénario et marier les deux à la fois. Merci. Merci. Nous avons une autre question. La volonté politique est capitale pour l'implantation des systèmes nationaux d'évaluation et le soutien des associations nationales d'évaluation. En même temps, le système des Nations Unies entretient de bonnes relations de partenariat avec les gouvernements en Afrique en général. La question, comment le système des Nations Unies communique auprès du gouvernement africain pour impulser la culture de l'évaluation des programmes de développement? Alors, je ne sais pas, Renata, est-ce que moi je prends cette question? Puisque c'est... Je peux... Et ensuite, tu peux compléter. Okay. Voilà.
important que vous commenciez, Heather, parce que le PNUD est le fer de lance au niveau de l'Afrique. Peut-être le PNUD est souvent l'affaire de lance, mais je pense que c'est important que ce soit tout le système qui essaye de faire cela ensemble. Et c'est un peu le but de notre groupe de travail, c'est de mieux comprendre comment toutes les agences fonctionnent, pas seulement le PNUD ou UNICEF ou d'autres. Et comme on a dit un peu dans l'étude, c'est qu'il y a deux approches. Un, c'est la façon dont on mène les évaluations de si je peux dire, nos programmes de développement, les programmes soutenus par les agences des Nations Unies, nous sommes obligés d'en faire des évaluations. Donc, on peut, en faisant ces évaluations, faire le plaidoyer, expliquer, engager, essayer d'engager les partenaires, vraiment depuis le début jusqu'à la fin du processus, pour montrer comment une évaluation peut se faire et comment ça peut être utilisé. Ensuite, deuxième voie, c'est vraiment le soutien, un peu comme le cas du Bénin, où il y avait une demande pour un diagnostic et ensuite une identification des besoins. Et petit à petit, on a commencé à développer ces capacités différentes. Donc, cette communication se fait à plusieurs niveaux. Ça peut se faire par le coordinateur résident ou la coordinatrice résidente, ou par la tête des programmes, quand on fait une évaluation de programme pays. C'est le bureau indépendant d'évaluation qui mène l'évaluation. Là, on rentre en contact, si possible, avec l'instance qui est responsable pour l'évaluation dans le pays et au moins avec les ministères du plan ou d'autres ministères centraux pour vraiment expliquer la démarche. Et je vois que le temps court, donc je vais peut-être m'arrêter là pour que Renata puisse, si elle aimerait rajouter quelque chose et peut-être demander des dernières... Non, très rapidement, parce que tu as déjà touché sur ce point. Quand on fait des évaluations pays, nous, comme FAO, on a des rapports privilégiés avec le ministère de l'Agriculture et on cherche pendant toutes les évaluations pays de impulser un peu ces cultures en faisant des réunions avec les représentants du gouvernement et faisant aussi des trainings quand il y a un intérêt et une demande aussi, parce qu'il est important aussi qu'il y ait une demande aussi dans notre contrepart à niveau des pays. Je te redonne la parole, Eder, s'il y avait quelques autres questions dans 2 minutes. Non, je pense que peut-être une dernière question pour nos panélistes. Oui, peut-être que si vous voulez, dans quelques secondes, nous donner un dernier message de sur ces panels. Moi, je saute sur la parole. The proof of the pudding is in the eating. C'est-à-dire, en français, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Nous devons donner des opportunités aux pays et aux systèmes nationaux d'éducation et d'évaluation de pratiquer, de conduire des évaluations et surtout de commencer les évaluations dans la perspective de pouvoir en utiliser les résultats. Et quand les évaluations sont conduites pour que les résultats soient utilisés pour changer la donne, pour changer les conditions de vie des populations, l'évaluation trouve toute sa noblesse et son rôle. Merci. Vous nous donnez un autre petit message, Gert? Oui, c'est juste pour dire, pour le cas du Maroc, bien sûr, on a parlé qu'il y a l'ONDH et le gouvernement, il y a une culture qui s'installe de plus en plus pour évaluer, mais à mon sens, il va falloir profiter du retour sur investissement. C'est-à-dire l'évaluation qui est faite, il faut que les citoyens, le système en place, cet écosystème, remarquent l'impact de cette évaluation sur le changement des politiques, sur le changement vers le meilleur. Si on ne remarque pas d'impact, ça va rester quelque chose comme un cercle vicieux et nous, on l'aimerait un cercle vénéreux. Oui, de ma part, je dirais que dans les cas, par exemple, de Costa Rica, on a vu que c'est très important d'avoir une normative, et d'avoir une loi et tout ça, mais la normative est essentielle, mais les premiers pas peuvent être faits sans normative. Mais à un certain moment, il est important d'avoir une normative pour l'harmonisation, pour clarifier les standards, qu'est-ce qu'on peut considérer évaluation,
et quelles sont les implications en termes de recommandations et tout ça. Et après, on pourra développer la politique nationale d'évaluation et tout. Mais à un certain moment donné, il faut avoir une normative pour la construction du système. Damas, Bon, je dirais que la volonté politique est importante pour la mise en place d'un système. Mais cette volonté doit s'entretenir par des résultats concrets issus d'évaluation pour que le système puisse être durable. Donc, pour les nouveaux systèmes qui vont être mis en place, il n'y a pas un seul chemin à prendre. Le plus important, c'est de commencer quelque part et d'apprendre pour pouvoir construire dans la durée. Donc, c'est ce que je peux dire. Merci. Merci. Je pense qu'on a rejoint la fin de cette session qui était très riche. J'espère pour tous nos participants aussi dans la session. Donc, il ne me reste que vous remercier tous et à la prochainement avec d'autres conversations et d'autres discussions. Et merci au réseau francophone de l'évaluation pour nous avoir donné la possibilité d'avoir cette session. Merci à tous. Bon après-midi. Au revoir. Merci. Bon après-midi. Merci. Bye bye. Au revoir. Ciao.